BBB Binge Audio, Big Podcast Only. Salut, c'est Thomas Rozek. Ce n'est pas l'ordre républicain. Un patriotisme républicain de chaque instant. La police n'est pas républicaine dans les quartiers, ou elle n'est pas républicaine à l'égard de certains. Ce n'est pas une tradition républicaine. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. C'est fou comme un simple adjectif peut changer radicalement notre perception des choses. Tiens, un exemple, pas du tout au hasard. Si je vous parle de tenue, a priori vous allez penser mode, sap, éventuellement business du textile ou surconsommation, ça n'ira pas nécessairement plus loin. Par contre, avec un petit adjectif, si par exemple, pas du tout au hasard non plus, je vous dis tenue républicaine, là ça ne mobilise pas du tout le même imaginaire. Là c'est l'ordre, le poids de l'histoire, la rigueur et la solennité de la nation tout entière qui d'un seul coup débarquent dans nos esprits. Il faut dire que nos dirigeants, nos élus, notre personnel politique en général, quel que soit son bord, adorent se draper dans les reflets bleu, blanc, rouge de ce mot si souvent matraqué. Tout potentiellement peut être républicain. Mais est-ce qu'on y met toutes et tous réellement les mêmes idées, les mêmes sous-entendus ? C'est pas sûr. On va essayer de le comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée pour en discuter, c'est Chloé Gaborio. Elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon, spécialiste entre autres du républicanisme, de la formation idéologique de l'idée républicaine au XIXe siècle. Et c'est d'ailleurs là, par un salutaire rappel historique, que démarre notre discussion. Ce qui rassemble les républicains au XIXe siècle, c'est leur opposition à la monarchie et c'est leur souci de l'égalité politique. Donc, on va les distinguer pendant très longtemps par leur défense du suffrage universel et l'invocation concomitante du peuple et de la souveraineté du peuple, avec une forme de sacralisation de cette souveraineté populaire qui, pour la plupart des républicains, permet de régler toute une série de problèmes, voire tous les problèmes que pose la gestion politique d'un État, et en particulier les problèmes sociaux. Donc une fois qu'on aura donné le pouvoir au peuple, eh bien, il va décider en fonction de ses intérêts. Et comme ces intérêts sont liés à des besoins sociaux, eh bien, ces besoins sociaux pourront enfin être satisfaits, puisque jusqu'à présent, n'ayant pas le pouvoir, ils ne pouvaient pas les faire valoir sur la scène politique. Ce qui est intéressant pour mieux comprendre le débat politique aujourd'hui, c'est que ces républicains, ils sont très divisés sur des questions, alors qu'ils leur apparaissent par conséquent un peu subalternes ou secondaires par rapport à cette souveraineté du peuple, mais qui sont quand même très importantes. Par exemple, sur la place des libertés politiques, leur rapport avec une certaine forme d'élitisme et surtout leur représentation de la société, du rôle de l'économie dans la société. Les républicains les plus radicaux sont très attachés à une forme de petite propriété qui permettrait une autonomie économique et sociale de chacun et donc une autonomie politique. Au cours du siècle, certains vont se rapprocher de forces socialistes pour proposer une république sociale avec une réflexion sur les limites de cette petite propriété. Et puis, de l'autre côté, plutôt vers la droite de ce républicanisme, eh bien, on a des républicains qui se rallient à une vision de l'économie plutôt libérale, avec l'idée que de toute façon, on ne peut pas lutter contre le progrès et que la République va, en fait, avec l'acceptation d'une économie de marché libérale. Tant qu'ils sont dans l'opposition, peut-être que ces divisions apparaissent moins, mais dès que la République est fondée, à partir des années, dans les années 1870, disons, les divisions ressurgissent et assez fortement entre les républicains. Comment ce camp se répartit alors après au sein de la Troisième République ? Où est-ce qu'on les retrouve, les républicains ? Est-ce que tout le monde est républicain ou est-ce que on va dire il y a des grands courants, des courants forts, des personnalités importantes qui structurent différentes chapelles peut-être républicaines ? Alors parmi les républicains historiques qu'on appelle, qui se revendiquent en tout cas des républicains de la veille, les deux grands courants au début de la Troisième République, c'est vraiment les radicaux et les opportunistes. Le chef de file des opportunistes, c'est Jules Ferry.
Et puis les radicaux, leur personnalité évolue parce que, par exemple, Gambetta, qui était le chef de file des radicaux au début de la Troisième République, se rallie à l'opportunisme. Donc on voit qu'il y a aussi des passages entre courants. Puis il ne faut pas oublier, à la fin du XIXe siècle, le ralliement de personnalités conservatrices qui avaient été peut-être attachées à une monarchie constitutionnelle, par exemple, et progressivement le ralliement plus large de la plupart des royalistes qui voient bien que la fusion est impossible, que le retour de la monarchie est impossible, et là qui vont du coup investir un autre type de république. Donc c'est dans ce moment-là de construction à la fois de la nation et de la République que les ralliements se font, donc au début, fin 19e, début 20e. Et alors bien sûr, il y a toujours une frange de la population très très peu nombreuse qui résiste à l'idée républicaine, mais on peut dire que la Première Guerre mondiale, marque une forme d'enracinement presque, alors pas définitif, on le sait, mais important, avec une identification de la nation en guerre et de la République en guerre. Et c'est cette identification qui permet un enracinement très fort dans les cœurs de l'attachement républicain, avec du coup des options politiques très différentes, mais qui vont s'opposer à l'intérieur de la République et non plus opposer République contre un autre type de régime. Est-ce que c'est une forme de consensus républicain qui se met en place peut-être au moment de ce qu'on a appelé l'Union nationale? Est-ce que ça participe de la même dynamique? Consensus sur la nation, on voit mais alors qui est plus large même que la République, puisqu'elle pose problème aussi aux socialistes au même moment, et les socialistes dans la plupart des pays se rallient. Donc consensus national, c'est sûr, et ensuite accord par la suite sur le désaccord, sur la façon dont le désaccord doit prendre place au sein de la société politique, donc dans le cadre d'une république démocratique, avec des institutions démocratiques, où chacun peut s'exprimer et où chacun peut donc investir, et c'est peut-être important pour comprendre le débat aujourd'hui, investir la République de projets politiques différents. Puisque la République se confond avec la nation, se confond avec la démocratie, on va pouvoir défendre des idées de la République très différentes. Est-ce que, au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale pour le coup, donc au moment de la 4e République, la notion d'un modèle autre que républicain, j'imagine, ne fait même plus débat. Tout le monde s'aligne sur ce que vous disiez à l'instant, des options différentes au sein d'un même chaudron qui serait celui de la République, en gros. Vous oubliez peut-être la puissance des partis communistes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui propose un projet politique alternatif. Ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire communiste, on peut imaginer des républiques populaires. Donc le terme de république résiste en quelque sorte, mais il faudrait distinguer. Disons que ça signifie pas, je dirais que j'identifierais pas cette période de l'après-guerre comme une période de consensus. Au contraire, les deux blocs font que les projets alternatifs s'opposent nettement, sont avec des sous-cultures politiques très fortes. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, le terme de république est affaibli, puisqu'on peut le revendiquer de part et d'autre. Oui, il y a une polysémie telle que la droite française peut se revendiquer du républicanisme, se dire républicaine, et avoir face à elle ou presque l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui elle aussi revendique un terme qui devient tellement polysémique qui finalement n'a plus de sens. Est-ce que c'est ça la leçon? Pas qu'il a plus de sens, en tout cas c'est vrai qu'il disparaît un peu du devant de la scène au profit de cette distinction forte entre les deux blocs, et donc d'une scène politique qui est marquée par la guerre froide. Ce qu'on voit en fait, c'est que le substantif république et les notions qui lui sont associées ressurgissent plutôt au moment, disons, de l'effritement du bloc communiste, et surtout au moment de la chute du mur, pour des raisons diverses, et qui font que ça redevient en fait un référent important, y compris pour la gauche, parce que c'était un terme qui avait été quand même beaucoup aussi annexé par la droite, en tout cas en France. Il me semble que c'est assez nettement lié au fait
que la gauche arrive au pouvoir en 81 avec un programme de société alternatif allant au-delà, visant à instaurer autre chose, donc à rompre avec les projets politiques antérieurs, et que ce projet de renouvellement en profondeur de la société, du rapport du politique à l'économie échoue, et une façon en fait de le tenir, de le faire vivre encore, c'est ce ralliement à la République qui vient, alors un peu comme si la République avait remplacé la lutte des classes en quelque sorte, ou en tout cas était venue apporter un nouvel élément de mobilisateur dans une frange, dans un mouvement politique qui était en perte de repères au moment où finalement les idéaux face à l'exercice du pouvoir semblent ne pas résister. Ce qui a poussé en gros notre équipe à vouloir faire cet épisode de Programme B, c'est notamment le fait qu'on se rendait compte régulièrement, à force de discuter de l'actualité, que ce terme-là, aujourd'hui, on nous le sert à toutes les sauces. Est-ce qu'il a encore du sens ? Je pense que pour ceux qui l'emploient, il a du sens. Simplement, c'est une façon, en utilisant un terme dont on sait qu'il a une résonance affective dans la population, que les gens y sont attachés, en mettant chacun des choses différentes sous ce vocable, on entretient sans doute le flou. Mais je ne pense pas que nous, en tant que citoyens, on a cette impression de flou, mais je ne pense pas que quand les locuteurs parlent de tenue républicaine ou de police républicaine, il n'est pas à l'esprit des choses en fait assez précises. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils nous précisent justement ce qu'ils entendent par tenue républicaine. Voilà. Parce qu'il y a deux façons de penser la République, en fait. Il y a une première façon qui consiste à dire la République, c'est une démocratie active, vivante, et au nom de la République, de la chose publique, de l'intérêt général, il faut s'engager pour une vie démocratique plus dense, active, énergique. C'était déjà le discours des radicaux fin 19e. Et puis il y a un autre discours de la République qui consiste à dire la République c'est la nation, la République c'est l'unité, et à la limite la République c'est tous derrière le chef, dans une forme d'unité de citoyenne certes, mais pour défendre un projet assez unitaire, homogène, voilà. Donc on voit que ce sont deux projets incompatibles qui peuvent prendre le même nom. Donc c'est vrai que pour le coup, ça peut générer du flou, mais ça veut dire aussi que les Français sont attachés à ce vocable et aux référents qu'ils désignent, mais qu'il n'y a pas le même sens pour chacun. Donc on est toujours dans la même situation de défendre des projets alternatifs sous le même terme, ce qui est plus gênant, je pense, par rapport au débat public au début de la Troisième République et donc à la fin du XIXe siècle, que je connais bien, c'est que les références sont quand même beaucoup plus claires. Donc c'est pas le même type de communication politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment, en tout cas en tant que citoyen, d'une perte de repères, d'entendre le même terme des deux côtés sans qu'il soit précisé, son contenu soit précisé. Là où ça peut paraître paradoxal, c'est que justement, peut-être aussi dans cette démarche d'employer à tort et à travers ce terme, il y a la volonté de donner des repères et de se raccrocher à une tradition, une histoire politique française qui serait ancrée dans la mémoire collective, alors que, en fait, on entretient une forme de flou. Franchement, j'en doute. J'ai l'impression que c'est plutôt des opérations de communication, que la République, c'est une bonne marque pour un certain nombre d'acteurs politiques, et que cette marque, on va l'associer à un projet pour rendre le projet politique plus attrayant. Et évidemment, en face, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs politiques qui, soit parce qu'ils ne veulent pas voir le terme usurpé de leur point de vue ou capté par leurs adversaires, le reprennent, soit parce qu'ils sont sincèrement convaincus que la République c'est autre chose et donc ils vont défendre une autre version de la République. Donc le flou, il vient de là. C'est pour ça que je vous disais, il n'est pas forcément dans l'esprit en fait des acteurs politiques. Le flou, il vient de cette situation qui fait que il est intéressant politiquement en termes de communication d'associer son projet à la République. On sait que c'est un terme, une notion auquel les Français sont attachés. Et par conséquent, il est difficile pour les acteurs politiques en lutte
pour les uns comme pour les autres, de laisser le référent, la notion et le terme et le référent à son adversaire. Ce qui est plus étonnant, en fait, pour moi, c'est qu'il y a tout un champ intellectuel, philosophique, qui s'intéresse, qui discute en fait philosophiquement de la République et de son contenu, à partir d'une tradition très ancienne, qui démontre qu'il y a une autre façon de penser la liberté, la domination, les rapports de pouvoir, et qu'on retrouve très très peu, ni à gauche ni à droite, dans les discours publics en tout cas. La philosophie républicaine, alors cette conception de la République, elle oppose une liberté qui est conçue comme non-domination. Ça signifie qu'elle ne peut s'établir que dans un cadre étatique, démocratique, dans lequel je suis assurée que je pourrai accomplir mes activités sans dominer les autres et sans être dominée par les autres. Donc, pour vous donner un exemple tout simple que je donne parfois à mes étudiants, on peut avoir une liberté libérale qui consiste à pouvoir manger ce qu'on a envie de manger, donc choisir entre un burger par exemple ou une soupe bio, pour donner les deux extrêmes. Et puis on peut avoir une liberté plus républicaine avec un cadre qui consiste à dire il y a toute une série de dominations en fait qui jouent dans les choix alimentaires, avec des effets importants sur l'ensemble de la collectivité ensuite, et penser que c'est donc à l'État, mais l'État démocratique, l'État dont les dirigeants ont été désignés démocratiquement avec toute une série de contre-pouvoirs, c'est donc à ce pouvoir d'organiser un choix réel en informant, en cherchant à faire en sorte que les individus fassent un choix non dominé par leur inscription sociale, non dominé par le fait qu'ils soient matraqués par une certaine forme de publicité, non dominé par des raisons financières, parce que si c'est beaucoup moins cher d'un côté, bien sûr, on est incité, quand on n'a pas les moyens, à manger de telle ou telle façon. Et donc la liberté dans la non-domination, ça implique que les choix soient des choix réels et pas des choix qui ont l'air d'être ouverts, mais qui en réalité sont contraints par toute une série de facteurs sociaux, économiques, relationnels. Voilà. Et je suis vraiment étonnée parce que je pense que c'est vraiment une aspiration forte en fait, cette idée que chacun ait des vrais choix à faire et des choix qui soient non contraints. Ça me paraît une idée très forte et je regrette à titre personnel, mais je fais pas partie des acteurs politiques qu'on n'entende pas plus cette version-là. J'ai quand même une petite supposition. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée ces dernières années. J'espère que ça changera, mais j'ai eu le sentiment à un moment donné que la victoire idéologique du libéralisme et de la droite, elle passe par le fait que dès les années 2000, fin des années 2000, je dirais, les propositions de droite arrivent à se présenter comme des propositions de progrès, tandis que un certain nombre de propositions de gauche sont renvoyées dans le débat public à la réaction, à la résistance sur des vieux acquis sociaux qui seraient plus complètement pertinents, etc. Et ça, c'est un échec idéologique majeur, je pense, pour la gauche et par conséquent pour porter un projet qui a existé auparavant, qui a des racines, qu'on peut toujours, en tout cas rhétoriquement, renvoyer à la réaction, à la résistance, à l'archaïsme. Ça a été une défaite importante, je pense, dans les années, des années 2000. C'est une des raisons importantes de l'échec de la gauche, je pense. Et pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion, je vous invite à lire la définition signée par notre invité du mot « République ». C'est dans le Publictionnaire, c'est une encyclopédie critique et collaborative. Vous trouverez le lien dans la page de l'épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci à Chloé Gaborio pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, donc préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.